E-Live, comment je me nourris? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission Comment je me nourris. On va parler à nouveau de naturopathie, de nourriture bien sûr. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet vraiment passionnant. C'est celui des 10 cerveaux. Donc on pense tous qu'on en a un de base. Et là, on se dit, waouh, 10 cerveaux, comment se fait-ce? Et pour aborder ce sujet passionnant, j'ai à mes côtés Daniel Kieffer. Bonjour Daniel. Bonjour Alice. Merci d'être là à nouveau sur ce plateau. Ça va être le 4e ou 5e podcast qu'on enregistre ensemble et c'est toujours un pur bonheur de pouvoir échanger sur toutes ces thématiques avec toi. C'est réciproque. Merci beaucoup. Donc tu as sorti récemment un ouvrage que je vais montrer à l'écran, qui s'appelle « Les 10 cerveaux de la naturopathie » qui est sorti en début d'année, je pense. Oui, ça doit être le 35e pour ceux qui collectionnent. Bon ben voilà, de quoi garnir encore plus votre bibliothèque. Oui. Donc c'est aussi aux éditions Jouvence. On retrouve ce livre à la FNAC et dans toute autre librairie. Et donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur ces 10 cerveaux parce que je pense que tout le monde se demande, mais quels sont ces 10 cerveaux? Bien sûr, un seul c'est trop simple. Ah bah oui, bah oui. Donc pour commencer, peut-être on va présenter l'encéphale humain. Qui est apparemment doté de 4 intelligences. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Bon, ça c'est relativement bien connu. Vu de loin, ça ressemble à un cerveau, mais l'encéphale a des étages fonctionnels, du plus primitif, qu'on appelle le cerveau archaïque, qui a des traces dans l'histoire jusqu'à 600 millions d'années et qui gère nos instincts, notamment instinct de conservation, instinct de protection des petits, protection du territoire. Et puis, au fil des millénaires, on a développé du social, de l'émotionnel, du relationnel, et s'est développé le cerveau limbique, un cerveau intermédiaire qu'on appelle émotionnel aussi. Et puis, tout frais, un petit jeune là, qui n'est même pas achevé quand on arrive sur Terre, qui est le néocortex, la partie donc écorce cérébrale, c'est 3-4 mm de cellules grises dont on est très fier. On pense, on raisonne, on calcule avec ce cerveau. Et ça nous fait déjà donc 3 instances, 3 personnages à l'intérieur de nous-mêmes. Alors peut-être que je vais essayer de les montrer à l'écran s'il y en a qui sont intéressés. Alors je ne sais pas si la définition est très bonne. Donc on a en effet tout en dessous là le reptilien, le premier dont tu as parlé. Ensuite on a le limbique là, le deuxième. Ah super, merci pour le petit zoom. Et puis on a le fameux cortex quelque part qui vient coiffer le dessus. C'est ça. Donc voilà, pour les amateurs d'anatomie, pour qu'ils puissent visualiser un petit peu. Et puis il y a un 4e cerveau qui a été découvert il y a moins longtemps, dans les années 90. On a observé que derrière le front, ici, étaient des aires oculofrontales ou préfrontales associatives. Ça veut dire que ce sont des câblages, des neurones, qui sont plus ou moins actifs selon les personnes. Et on va trouver ces neurones particulièrement actifs chez des enfants surdoués, chez pas mal d'artistes et également chez les gens qui pratiquent la méditation régulièrement. Et l'intérêt de ces neurones, c'est que comme leur nom l'indique, ils sont associatifs, ils font la synthèse, ils prennent le meilleur de la pensée corticale, du cœur, des émotions limbiques, et tout en tenant compte des instincts reptiliens. Donc on a une capacité de pensée intégrative, bien plus intelligente parce que tenant compte des 3 instances qui sont déjà en nous, et ce cerveau, on a vraiment intérêt à le développer. Magnifique. Donc pour récapituler, donc on a le cerveau reptilien qui gère les instincts de survie, les grandes fonctions, la fuite, le plaisir aussi et la peur. Oui. On a le cerveau limbique qui lui va plus gérer la mémoire, les émotions, les premiers apprentissages d'acquisition et l'instinct grégaire, donc c'est de solidarité. Et puis on a le cerveau cortical, donc le cortex qui lui gère l'intelligence, la créativité, la solidarité et l'ensemble de tous ces 3 cerveaux quelque part qui sont réunis dans les aires associatives préfrontales. Et donc c'est un beau mix de tout ça. Et alors ce qui est intéressant, c'est comment on va nourrir ces cerveaux-là, parce que c'est vrai que il peut y avoir des déséquilibres, des carences, des besoins particuliers. Comment on va faire pour nourrir et équilibrer au mieux ces cerveaux? La tendance naturelle est généralement à privilégier une seule instance. Des gens qui sont très cérébraux, intellectuels, qui vont se reconnaître dans des tempéraments
penseurs et cérébraux vont donner la priorité au calcul, à l'analyse, à la vision quasiment mathématique de la vie. Mais il va leur manquer des choses du côté du cœur, par exemple. D'autres, qui sont dominés par les émotions, vont avoir tendance à vivre leur vie toujours au travers de l'affect. Et d'autres, un peu plus dans la rusticité, vont être très proches de leur animal intérieur. Mais les trois ont besoin d'être nourris, pris en compte et, on pourrait dire, respectés quotidiennement. Pour nourrir le cerveau le plus archaïque en nous, qui est très souvent aujourd'hui le mal-aimé parce qu'on le considère comme inadapté à notre société sophistiquée. Sauvage un peu. Sauvage, voilà. Ce sauvage intérieur, il apprécie par exemple d'aller couper du bois, de jardiner, d'avoir des relations sexuelles plutôt régulières et harmonieuses, et de, par exemple, développer le flair, l'instinct, soit dans ce qu'on appelle l'olfactothérapie, au niveau des huiles essentielles, soit au niveau alimentaire, sentir un aliment, voir s'il est bon, lui donner une approche déjà plutôt olfactive avant de se jeter dessus. Donc là, on nourrit ce côté archaïque. Beaucoup de massage également, tout ce qui va rassurer le corps et le mettre en rapport avec le schéma corporel. Oui, tout ce qui est très kinesthésique. En fait, quelque part, c'est aussi une exploration de tous les sens, ce cerveau. C'est une reconnexion au toucher, au goût, aux odeurs, tous ces instincts vraiment primitifs. C'est ça. Et ça, quand on est trop sur son écran, on l'oublie, quoi. Pour bien être en paix avec son cerveau limbique et le nourrir, il faut d'abord, je crois, être connecté à ses émotions, savoir les reconnaître, les entendre, les accueillir et les formuler. Alors les formuler, c'est pas forcément faire une thérapie avec 15 ans de divan, hein. C'est aussi peut-être avoir un ami, quelqu'un de proche en qui on ait confiance, qui puisse accueillir nos émotions. Faute de mieux, tenir un journal intime. En tout cas, conscientiser, exprimer les émotions, c'est essentiel. Ce cerveau a aussi besoin de la dimension affective qui rassure l'enfant intérieur. Donc, une forme de vie sociale, de vie familiale la plus harmonieuse possible. C'est aussi un cerveau qui se nourrit de la contemplation, donc de tout ce qui est en rapport avec le beau, un environnement esthétique favorable, et à la méditation, donc à tout ce qui est transpersonnel ou spirituel. Et enfin, pour le cortex, c'est beaucoup plus facile. Il est généralement plutôt surmené, celui-là, par l'étude, par l'analyse, par le calcul. Donc, il a peut-être plus besoin de saine lecture, de développer le discernement, de se relaxer aussi, des approches de sophrologie notamment, de yoga nidra qui seront favorables. Et puis, bien décliner le pont qui existe entre la partie droite et la partie gauche de notre cerveau. Pour l'instant, on n'a parlé que de 4 cerveaux, hein, archaïque, limbique, cortical et les aires préfrontales. Mais on peut aussi distinguer la partie droite et la partie gauche comme étant des hémisphères, des cerveaux, des intelligences différentes. Et là, les nourrir suppose qu'on va aussi les respecter et les intégrer quotidiennement. On sait que la caricature des personnes dites cerveau gauche est plutôt rationnelle, méthodique. Ils ont plutôt une mémoire des noms que des visages, plutôt en rapport avec le temps qu'avec l'espace. C'est la lecture analytique, scientifique, rationnelle, cartésienne, un peu froide. C'est utile pour faire ses comptes, c'est utile pour prendre du recul, alors que d'autres personnes vont se retrouver dans la caricature du cerveau droit, dans l'imagination, le rêve, l'intuition, la capacité à faire des synthèses, la vision de l'aigle hein, plutôt que la vision de la fourmi. Et l'idéal, c'est de faire travailler le corps calleux, cet espace qui réunit les deux hémisphères. Il y a des neurones là qui sont souvent en stand-by et qui n'ont pas été mis en action et qui permet justement l'alternance, qui permet de respecter autant l'analyse que la synthèse, le cœur que la raison. Et cette distinction, donc, qui est toujours valable en psychologie, il faut dire quand même qu'elle a été invalidée depuis une quinzaine d'années au niveau des neurosciences. Ça veut dire que notre cerveau, on sait qu'il est bien plus complexe qu'on le dit aujourd'hui ici ensemble, et que c'est une caricature un petit peu obsolète quand on parle aujourd'hui du cerveau droit et du cerveau gauche.
On garde le vocabulaire en psychologie parce que ça nous est utile et ça correspond vraiment à des caractères, mais on sait qu'au niveau physiologique, c'est beaucoup plus complexe. Oui, mais c'est vrai que c'est une manière, quelque part, on fait souvent ces réflexions-là avec une personne très cartésienne, par exemple, comme tu dis, qui ferait un excellent comptable, parce qu'il y a une vraie rigueur et quelque part, il y a l'imagination qui est peu présente. On est vraiment dans la rationalité, le terre-à-terre, alors que vraiment, on observe d'autres personnes qui, quelque part, vivent la vie avec un filtre de l'imagination, de la sensibilité, de la créativité aussi. C'est vraiment très créatif, le cerveau droit. Donc, c'est vrai qu'on observe souvent ces grandes différences. Et alors après, là, c'est peut-être un raccourci qui est complètement déraisonnable, mais c'est vrai qu'on peut observer quelque part que le cerveau gauche est peut-être plus masculin que le cerveau droit, que la féminité aura plus tendance à être connectée justement à cette intuition, à cette sensibilité, à cette créativité, plutôt que le cerveau masculin, le cerveau gauche, pardon, qui pourrait être plus être associé au côté masculin. Je ne sais pas si ce raccourci est vraiment dénué de sens. On va se méfier des caricatures, mais ça reste vrai. Si on pense en termes de psychologie jungienne, on va plutôt utiliser le terme animus anima. Voilà, on a des valeurs masculines yang en nous ou féminines anima yin, un peu comme nous avons tous des hormones mâles et femelles. Et en fonction d'un petit pourcentage d'hormones, on va nous appeler monsieur ou madame. Mais c'est vrai que les deux sont en nous. Et le cerveau droit est beaucoup plus celui d'anima, en effet, de l'éternel féminin, quoi. Hein. Et le cerveau gauche est plutôt yang, plutôt solaire, plutôt masculin. Donc là, on a abordé, pareil, le 5e et 6e cerveau, un cerveau droit, cerveau gauche. Donc comment les nourrir au mieux? Eh ben, si on se rend compte qu'on est un petit peu trop rêveur, un petit peu trop dans notre imaginaire, un petit peu trop peut-être essayer de mettre plus de structure, de rationalité, même si c'est très compliqué parce qu'en soi, on ne va pas vraiment changer sa nature. Ça reste un cerveau qui va prédominer et qui va faire qu'on va voir la vie d'une autre manière aussi et aborder les gens d'une autre manière qu'un esprit plus rationnel. Donc, c'est d'être conscient de ça et peut-être de s'observer et d'apprendre à mieux se connaître aussi dans nos modes de fonctionnement. Oui. Il y a aussi le fait tout simplement de trouver des sports ou des activités corporelles qui ne soient pas trop latéralisées, comme le tennis, qui est pour les droitiers en tout cas, qui ne fait travailler que le cerveau gauche, puisque la partie droite du corps est commandée par la partie gauche du cerveau et inversement. Mais la natation demande forcément de travailler les deux bras et les deux jambes en même temps, de la même façon. Et toutes ces activités qu'on va retrouver dans le yoga, dans les techniques de Qigong, de Tai Chi, qui sont très très bien latéralisées, droite et gauche, et non pas droite ou gauche, vont être favorables à cette harmonie. Un petit peu comme la sophrologie au yoga nidra également, où dans des relaxations profondes, on va pouvoir projeter des images ou des formes géométriques ou des nombres, tantôt du côté droit, tantôt du côté gauche de son cerveau. Et petit à petit, on va sortir des caricatures pour être plus à l'aise avec les deux hémisphères. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, on a souvent tendance à croire que le cerveau droit, par exemple, ça va être quand je vais inspirer avec la narine droite, ça va venir oxygéner le cerveau droit, alors que non, c'est vraiment l'inverse. Si on veut vraiment oxygéner le cerveau droit, ce sera d'inspirer profondément par la narine gauche et vice-versa. Pour oxygéner le cerveau gauche, on va respirer profondément avec la narine droite. Donc c'est le petit chassé-croisé. Oui. Mais depuis quand même près de 3000 ans, on va trouver des vieux textes en Inde qui conseillent d'une façon très très amusante. Par exemple, je me souviens des traductions bien sûr qui sont passées par l'anglais jusqu'au français, qui disent: si tu dois négocier tes impôts et aller voir ton inspecteur, mets un coton dans ta narine gauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le moment de rêver, quoi. C'est pas le moment de parler affectif. Il faut être dans les comptes. Donc on libère la narine droite, cerveau gauche, rationnel. Et le texte continue en disant: tu veux déclarer ta flamme à ta bien-aimée, mets-toi un coton dans la narine droite pour libérer le cœur, l'imaginaire et l'intuition. C'est quand même du bon sens incroyable. Donc, si vous voyez Daniel se balader avec des cotons dans le nez, vous pourrez en déduire si c'est soit le cerveau droit ou le cerveau gauche qu'il a envie de stimuler. Mais tout ça a été validé. Ça a été fait ça m'étonne pas clinique, du tout. Mais c'est génial. C'est vraiment génial. Donc, c'est une bonne astuce aussi si demain vous avez un entretien d'embauche ou quelque chose de très rationnel à gérer, et vraiment de libérer la narine droite et d'inspirer grandement pour pouvoir profiter au mieux de vos fonctions de rationalité et autres.
Donc là, on a déjà vu 6 cerveaux, c'est déjà pas mal, mais on ne s'arrête pas là, parce qu'il y en a 4 autres. Hein. Donc le 7e cerveau, alors ça, c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'on en parle énormément, encore plus de nos jours. C'est le cerveau abdominal ou entérique qui possède vraiment tout un système nerveux indépendant. Donc ça, je vais te laisser le présenter avec tes propres mots. C'est d'une part la découverte d'une véritable entité neurologique qu'on n'imaginait pas, et qui est dans l'abdomen, qui relie, qui entoure, qui est complètement connecté à la muqueuse intestinale et au microbiote, la flore intestinale. Et c'est aussi un regard nouveau qu'on pose depuis quelques années sur l'intelligence de l'intestin, à la fois comme véritable barrière immunitaire. On a par exemple 80% des immunités, des immunoglobulines qui sont vraiment générées dans l'intelligence intestinale. Mais c'est aussi une approche de dialogue qu'on a découvert aujourd'hui entre l'intestin et le cerveau de la tête. Cerveau du ventre, cerveau de la tête. On a cru pendant des décennies que le cerveau avait tout pouvoir et que c'est lui qui donnait des ordres aux viscères. Et on s'aperçoit que c'est largement l'inverse. Largement l'inverse. Avec, par exemple, une hormone importante, la dopamine, qui est à 50-50, sécrétée et par le cerveau de la tête et par le cerveau du ventre. Mais c'est surtout la sérotonine, cette hormone importante dans la relaxation, la gestion du stress, le sommeil, qui est à 80-90% élaborée par l'intestin, par l'intelligence intestinale, contre 10 petits pourcents du cerveau de la tête. Et depuis 10-15 ans, on a vraiment exploré d'une façon clinique la relation qu'il y a entre la pauvreté intestinale, c'est-à-dire la misère du microbiote, la dysbiose, comme on dit en naturopathie, un déséquilibre de la flore avec de l'inflammatoire, avec des parasites, etc., des candidats, des mycoses, et l'obésité, le diabète, les troubles cardiovasculaires, l'insuffisance hépatique. Au début, tout ça était un petit peu mythique, et puis on s'aperçoit que la clinique vient démontrer tout ça. Un des éléments peut-être les plus importants en naturopathie, c'est que tout le développement des pathologies inflammatoires, l'inflammation, c'est pas que une angine ou une crise d'arthrite aiguë. L'inflammation, pour nous, c'est surtout ce qu'on appelle l'inflammation à bas bruit ou inflammation de bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui n'apparaît même pas dans les analyses courantes. La vitesse de sédimentation est normale, la CRP est normale. Il faut vraiment fouiller beaucoup plus loin les protéines inflammatoires pour se rendre compte que beaucoup d'entre nous sommes en inflammation chronique de bas grade. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne risque pas une pathologie aiguë, je dirais, classique, mais une dégradation du terrain, très très liée à l'acidose, à l'oxydation, et qui est aujourd'hui, on le sait, le lit des pathologies cardiovasculaires, du cancer, de l'Alzheimer, du diabète, donc des grandes pathologies de civilisation. Le cerveau est vraiment aujourd'hui considéré comme le partenaire de la santé et ou de la maladie. Mais c'est vrai qu'on observe vraiment cette corrélation entre notre cerveau pensant et notre intestin. Et on se rend compte, là on peut aussi parler de psychosomatique ou de somatopsychique. Oui. Parce qu'on se rend compte que, par exemple, après un repas surchargé, ou si on rencontre régulièrement des troubles du transit, etc., que ce soit constipation, diarrhée, etc., ça va venir impacter notre humeur. Ça va venir impacter notre manière de penser, d'aborder la journée. Oui. Quelqu'un qui a vraiment le ventre, le microbiote qui est complètement déséquilibré, en fait, pourra avoir des pensées pas forcément positives, pourra se rendre compte que il a des problèmes de concentration, parce que ça vient aussi du ventre, quelque chose qui passe mal, un plat mal digéré pourra venir influencer aussi nos pensées et vice-versa. On se rend compte que si par exemple demain je décide d'avoir une vision très pessimiste de tout ce qui m'arrive, en me disant voilà, ça s'est mal passé, c'était nul, etc., ou vraiment
il y a un événement que je vais mal digérer au sens figuré, au sens propre, en fait, ça va venir vraiment se somatiser au sein de l'intestin. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on emploie ces expressions, ça me gonfle, j'ai du mal à digérer, ça me reste sur l'estomac. C'est de montrer aussi que tout ce qu'on vit au niveau de notre cerveau pensant, quelque part, peut venir aussi se somatiser au niveau de notre ventre. Et donc, on parle véritablement de l'intelligence du ventre aussi. Et c'est vrai que si on prend dans la rue de nombreuses personnes, elles pourront témoigner du fait que leur ventre est souvent aussi un indicateur que quelque chose ne va pas. Ça vient nous donner des messages quand on vit une situation inconfortable, délicate. Généralement, chez beaucoup de personnes, c'est le ventre qui est le premier à réagir. Oui, tu parles de psychosomatique et c'est tout à fait ça. On connaît bien en psychologie l'importance de l'enfant intérieur, cette partie de notre inconscient qui est éternellement inconsolable, comme disait Jung. Cette partie de nous qui est un petit peu à la cave freudienne, et qui a toujours besoin de sécurité, a toujours besoin de régresser un peu aussi dans la sécurité de la vie primale. Et si on prend l'exemple des colopathies, les syndromes du côlon irritable, qui sont très très connus et qui sont une large part de la clientèle d'un naturopathe ou d'un médecin, d'un gastro-entérologue, eh bien on s'aperçoit qu'avec un réglage alimentaire, avec parfois un peu de charbon, un peu d'argile, un peu de chlorophylle, un peu de probiotiques, on améliore la santé de ces malades. Et puis ça dure 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, et ça rechute, et ça rechute, et ça rechute. Et tant qu'on n'a pas réglé la dimension de ce précieux émotionnel qui est dans le ventre, de cet enfant souffrant, eh bien ça va rechuter. Il y a des paradoxes. Je me souviens de combien de clients qui partaient 1 mois en vacances au bout du monde à manger un peu n'importe quoi, entre la choucroute, les pizzas, et qui me disaient en septembre, ma colite, rien, tout va bien, mais j'étais en vacances. Voilà, le côté détente est absolument prioritaire. Et c'est pour ça qu'en naturopathie, on tient tellement compte de la psychologie, des émotions, de la gestion du stress, et que on ne peut pas tout faire avec un régime. Complètement. Et c'est vrai qu'il y a des parallélismes aussi intéressants à faire, même si on déteste les raccourcis. Mais en soi, on peut se rendre compte aussi que les personnes qui souffrent souvent de parasitose ou de candidose, on dit que la nature a horreur du vide, quelque part. Et donc, c'est qu'on laisse la place à se laisser envahir aussi. C'est-à-dire qu'on ne met peut-être pas forcément les limites dans nos vies. Et donc, qu'on se laisse envahir, même si en soi, c'est normal d'avoir des candidats albicans au sein de notre intestin. Mais la prolifération anarchique, au-delà de l'hygiène de vie qui peut être à revoir complètement, peut aussi souligner une tendance psychologique à ne pas mettre ses limites et à se laisser envahir par un petit peu tout ce qui vient. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de voir tous ces parallélismes que l'on peut faire entre la psychologie, l'intestin et les manifestations somatiques qui en découlent. Tu vois l'analogie avec la cave. Si ma cave n'est pas bien aérée et si la lumière ne rentre jamais, ça devient une champignonnière. Et c'est un peu ça. Oui, complètement. On connaît bien les champignons de Paris. mais donc, oui, ce 7e cerveau, comme on disait au début, on en parle de plus en plus. Alors, on entend même dire qu'on aurait plus de neurones dans l'intestin que dans notre cerveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Plus, sûrement pas. Mais en tout cas, c'est un cerveau suffisamment riche en neurones. C'est quand même quelques centaines de milliards, pour que ce soit pris au sérieux, en tout cas. Et donc en naturopathie, ce qui coule du bon sens, c'est de prendre soin de son intestin. Donc il y a tout un tas de choses à mettre en place que je te laisse les énumérer pour prendre soin de ce cerveau au sein de notre hygiène de vie. Faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on ingère. C'est difficile en quelques phrases, mais... il y a un bouquin qui s'appelle Régénérescence intestinale. Ah oui, je le recommande qui grandement. Développe ça sur quelques 200-300 pages. Non, c'est clair qu'on est bien sûr là dans la démarche diététique et nutritionnelle. Savoir faire des pauses aussi. Donc il y a des monodiètes qui permettent d'apaiser vraiment les muqueuses. Et là, c'est la saison de faire quelques cures de pêche peut-être, de cerises, de pastèques, etc. de temps en temps. Ne serait-ce qu'une soirée de temps en temps. Et puis, une alimentation qui sera variée, qui sera vivante, qui sera spécifique également, c'est-à-dire hypotoxique, et qui va éviter les sucres industriels, les produits animaux, les produits dérivés. Au moins, essayer de mettre le bon carburant dans le bon moteur.
Et puis, de temps en temps, faire des cures de charbon végétal. Moi, je suis très favorable à ces cures de détox. Le charbon est quand même le premier antipoison connu, même par les urgences. Donc, de temps en temps, prendre une bonne cuillère à soupe de charbon activé dans un grand verre d'eau, faire ça peut-être 1 jour par semaine toute sa vie, c'est une grande prévention. Ça va adsorber et absorber, c'est-à-dire que ça pompe à la fois les toxiques et les gaz. On peut faire la même chose avec la propolis, qui sera aussi un bon anti-inflammatoire, un bon antiseptique. Des cures de chlorophylle, soit sous forme de jus vert ou d'extrait de blé, d'orge, etc. Très désinfectant pour l'intestin. Et puis, de temps en temps, penser que cet intestin a besoin d'être réinformé par des bactéries saines, soit par la consommation d'aliments lactofermentés, comme la choucroute crue, par exemple, soit par des spécialités qu'on appelle des symbiotiques, c'est-à-dire qui contiennent à la fois des probiotiques, des souches bonnes pour la flore, et des prébiotiques, qui sont en quelque sorte les aliments, les partenaires de ces probiotiques. Le souci, c'est que plus on avance scientifiquement dans la connaissance de notre intestin, plus on s'aperçoit que ces souches sont complexes, qu'elles sont différentes selon les constitutions également, hein, et on a chacun notre identité intestinale spécifique. Et on commence aujourd'hui à étudier les transplantations de flore fécale. C'est quelque chose qui fait un peu frissonner, mais voilà, on essaie aujourd'hui déjà de voir comment ça marche chez l'animal. On a montré que certaines souches étaient vraiment capables de déprogrammer des troubles comme l'obésité ou comme le diabète. Et je crois que c'est une porte de la recherche pour les années à venir fabuleuse. Oui, complètement. C'est vrai que le microbiote, on s'en lasse pas et il y a toujours plein de choses à découvrir. On a découvert dernièrement qu'il y avait plusieurs grandes familles et que forcément, si on met les bactéries d'une certaine famille à une personne qui nécessite d'autres bactéries, elle ressentira vraiment pas d'effet. Et souvent, beaucoup de personnes témoignent en disant « j'ai fait une cure de probiotiques, ça m'a rien changé du tout ». Et donc, c'est parce que vous n'avez pas pris les bonnes bactéries. Et c'est vrai qu'il y a certains laboratoires aujourd'hui qui se lancent dans des probiotiques et qui se sont lancés depuis un petit moment, issus de fesses, donc vraiment des sels, et qui montrent leur efficacité, beaucoup plus parfois que des probiotiques végétaux, etc. Là, on est vraiment sur un ciblage de bactéries bien précis. Oui. Dans le doute, moi, je conseille toujours aux gens de tester plusieurs produits, une boîte après l'autre, et puis voir vraiment comment notre intestin réagit. Ça peut être parfois très paradoxal, et qu'il y ait au moins 5-6 souches par produit, bien dosées, plusieurs milliards. Mais on n'est jamais sûr au début de la réaction. Donc s'il y a vraiment une conclusion par rapport à ce 7e cerveau, comment en prendre soin en naturopathie, c'est vraiment de considérer avec une importance vraiment primaire le bien-être de notre ventre, et le bien-être de notre digestion, et d'y apporter toute son attention. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil de la langue sanskrite, c'est comme médecine ayurvédique, quand on parle du chakra du ventre, on l'appelle Svadhisthana, c'est-à-dire notre propre demeure. Ça veut dire qu'on habite là et que ça nous fait descendre de la tête aussi. Mais complètement. Et puis même, ça, de plus en plus de gens le savent, mais quand on dit comment ça va, à la base, ça voulait dire comment ça va à la selle. Mais oui. Donc déjà, on pense que c'est une expression tout à fait lambda comme ça. Non, on s'intéressait déjà vraiment à ce qui se passait dans le ventre, parce qu'on savait très bien que notre état général dépendait de notre transit, de comment on se porte dans notre intestin. Et on raconte que le Bouddha disait que l'homme sage va bien de l'intestin. Voilà. Donc vraiment, ce 7e cerveau. Ça se confirme. Tout est relié et prenons-en soin et respectons vraiment notre microbiote. Donnons-lui le meilleur avec tous les bons conseils là, que tu as donnés. Et puis, on retrouve vraiment encore plus de conseils dans tes autres ouvrages comme la régénération intestinale et plein d'autres livres que tu as écrits. Donc, ce qui nous emmène à parler du 8e cerveau. Alors là, très intéressant aussi, le cerveau du cœur. Vraiment intéressant. Alors c'était vrai, on le connaissait intuitivement chez les poètes, dans la voix romantique, mais là on le découvre depuis quelques années comme une réalité physiologique. Le muscle cardiaque libère des hormones avec des noms compliqués. Alors en français c'est facteurs natriurétiques auriculaires qui vont d'une part réguler la tension artérielle, une espèce d'autocontrôle de la pression du sang en rapport
avec l'intelligence même de la masse musculaire du cœur. Il s'auto-entretient, il s'auto-protège, il s'auto-régule. C'est assez bluffant. On savait déjà qu'il était auto-alimenté au niveau électrique. Et c'est quelque chose déjà d'assez extraordinaire de voir comment le cœur fonctionne chez l'embryon bien avant que le cerveau soit mature. Donc il y a une incarnation de la vie qui dit « j'habite là », c'est dans le cœur, et c'est cette pulsation de la vie qui témoigne du précieux. Et plus tard, on va s'apercevoir que ces hormones, non seulement elles ont une action donc cardiovasculaire favorable, mais qu'elles vont s'adapter en permanence aux facteurs de stress. Donc ces hormones cardiaques vont limiter leur action quand on est en période de détente, par exemple, et vont développer leur action avec une forme de discernement qu'on n'a pas encore bien perçu, parce que la régulation de la pression cardiaque ne semble pas directement liée à la menace physiologique. Elle a comme une anticipation. C'est comme si les facteurs environnementaux, les facteurs de stress, influençait d'une façon énergétique et subtile sur le muscle cardiaque, qui se dit, là ça sent mauvais, il faut que je prévoie une éventuelle montée d'hypertension artérielle. C'est déjà assez bluffant, il y a comme une intuition dans la physiologie du cœur. Bah, le cœur est doté de plus de 40 000 neurones. C'est énorme. Et un réseau exceptionnel de neurotransmetteurs aussi. Et on parle souvent d'intelligence du cœur. C'est ça. C'est ça. En termes de relation entre ces hormones et le cerveau, un des scoops les plus intéressants des années précédentes, c'est que les informations partant du cœur vont influencer, diriger, formater les réponses du cerveau limbique, c'est-à-dire de la partie émotionnelle de notre cerveau encéphale, avec une priorité au cœur. Le cœur envoie les informations en permanence, notamment en inhibant ou en favorisant la production d'ocytocine, hormone du plaisir, de la joie, de la convivialité, de l'accouchement aussi. Et on pense qu'il travaille en équipe avec une partie du limbique qui est l'amygdale, et qui elle-même gère un petit peu les mémoires émotionnelles et la gestion du présent. Et ça d'une façon très autonome, donc avec une priorité dans la hiérarchie, en quelque sorte, des ordres qui sont donnés au cerveau. Le cœur, aujourd'hui, est compris comme un élément prioritaire. Souvent, on dit faites confiance à votre cœur, faites confiance à votre ressenti, notamment dans le cadre de relations amoureuses, etc. On dit mais lâche ton mental et fais confiance à ton cœur. Alors, ça veut dire que quelque part, ces deux intelligences se concurrencent un petit peu, ou qu'il y en a une qui essaye d'étouffer l'autre. Enfin, en tout cas, ce serait plutôt le mental qui essayerait parfois d'étouffer l'intelligence du cœur. Oui, parce que notre culture met en avant l'intelligence cérébrale, le QI, et oublie le QE, le quotient émotionnel. Ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est qu'on est parti sur une fausse piste et que les deux intelligences doivent coexister, doivent coopérer, autant la tête que le cœur. Quand j'écris sur les années à venir et la mutation un petit peu spirituelle de notre société, quand on parle de l'ère du Verseau et de la fraternité que nous construisons, c'est pas seulement parce que nous sommes des êtres inachevés, mais aussi parce que le challenge qui est donné aujourd'hui à l'être humain, c'est plus seulement d'être dans une sagesse qu'aurait pu être caricaturée, par exemple, par l'ère du bélier, l'ère d'Abraham et de Moïse, la loi, la Torah, il fallait être dans l'ordre au sens un peu froid du terme. Il faut dépasser cette notion, je dirais, de la tête pensante dans une pure sagesse, mais également dépasser les 2000 ans dont on sort de l'ère du poisson, c'est-à-dire l'ère chrétienne, qui nous a dit « aime ton prochain, et pardonne, étends la joue gauche, priorité cœur ». Là aussi, la maladresse nous a amené jusqu'à une culture romantique où le cœur est devenu le patron, où les émotions sont devenues le sacré, et ça non plus, c'est pas la voie la plus juste. Les 2000 ans qui viennent nous disent amour-sagesse, avec un trait d'union, et non plus avec une virgule. C'est la réconciliation entre la tête et le cœur. Et je crois que la science aujourd'hui est en train de nous dire, voilà, la biologie le sait, maintenant c'est à vous de le passer aux travaux pratiques.
Et alors, il y a un superbe exercice pour justement retourner dans le cœur quand on est trop dans la tête, c'est la cohérence cardiaque. Oui. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui permet justement de réguler la fréquence cardiaque et quelque part de se réancrer dans cette zone-là de notre corps. Alors, on peut trouver ce petit exercice en vidéo sur YouTube, par exemple. C'est une courbe sinusoïdale très régulière, où par exemple on va inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps, et on fait ça pendant quelques minutes, et ça va permettre vraiment de redescendre dans cette intelligence du cœur, plutôt que dans ce stress qui peut parfois nous être infligé par le mental. C'est ça. C'est une très bonne technique, facile à intégrer plusieurs fois par jour, mais qui s'appuie finalement sur l'observation des temps de sérénité que nous vivons de temps en temps. Quelqu'un de bien centré, de bien aligné, qui est au clair avec sa tête et avec son cœur, spontanément va respirer comme cela. Et le fait que cette respiration lente amène également un rythme lent du cœur va permettre au cœur d'être optimum dans ses sécrétions d'hormones. Et donc, en prenant soin de ce rythme, le cœur va donner les meilleurs messages au cerveau pour la gestion des émotions. En observant ce qui se passe dans ce cadre-là, on a créé la cohérence cardiaque, qui a bien été vulgarisée depuis quelques années en France aussi. Et c'est vrai que c'est un outil très facile, presque ludique, oui. Il suffit juste de faire sonner sa montre de temps en temps pour se le rappeler dans la journée. Mais ça rapporte gros, vraiment. Oui, et comment prendre soin autrement? Par exemple, là, on a cet exercice, ce petit jeu, quelque part, de la cohérence cardiaque. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour prendre soin de ce cerveau qu'est le cœur? On est plus sur les pranayamas, sur les techniques de respiration, qui alternent bien notamment la respiration thoracique et la respiration ventrale. Du même coup, on va assez probablement remettre en paix le cerveau du ventre et le cerveau du cœur. La respiration alternée, qui va aussi permettre d'échanger entre l'animus et l'anima qu'on évoquait tout à l'heure. Et moi, je rajouterais le sourire intérieur. On voit trop souvent aujourd'hui dans les applications de cohérence cardiaque la sinusoïde que tu évoques sur 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire. Mais ça, c'est comme si on oubliait le plus important. Le plus important, c'est pendant ce travail de respiration, d'imaginer, de ressentir, de visualiser un sourire dans l'espace du cœur. Et c'est plus que de l'imagination, c'est vraiment l'installation d'une paix cardiaque qui va optimiser complètement les sécrétions d'hormones et la relation cœur-cerveau. La joie du cœur, comme tu le dis si bien. Et là, on est en plein été, la saison du cœur aussi. C'est le moment. Donc, c'est le moment de cultiver cette joie intérieure et de laisser sourire notre cœur. Et vraiment d'être à l'écoute aussi de ces pulsations cardiaques, de se rendre compte quand est-ce qu'on peut parfois se dire, parce que c'est quelque chose qu'on ne contrôle absolument pas, de se dire, tiens, en présence de cette personne, ça s'accélère beaucoup. À l'écoute de cette information, ça s'accélère beaucoup. Et vraiment d'avoir cette belle écoute de notre organisme et d'écouter parler notre cœur, en fait. Bien sûr. C'est, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Alors, ça nous amène maintenant au 9e cerveau. Alors, pareil, très intéressant, le 9e cerveau, c'est le cerveau cellulaire, homéostasie et terrain. L'homéostasie, c'est un terme qu'on utilise énormément dans la santé en règle générale. Comment définir l'homéostasie ? Oh, c'est un mot, c'est facile à couper en morceaux. Homéo veut dire semblable, stasis, c'est un état, une situation. Donc voilà, c'est un régulateur, le principe homéostatique, c'est une intelligence cellulaire qu'on ne peut pas localiser d'ailleurs, elle est vraiment extracérébrale, elle est au cœur probablement de l'ADN, dans nos milliards de cellules. Et l'homéostasie, c'est cette intelligence biologique qui permet à chaque microseconde d'avoir le même taux d'oxygène, de sucre, de ligoéléments, de vitamines, le bon pH, le bon équilibre acido-basique. C'est une intelligence prodigieuse qui nous maintient en santé au travers des constantes biologiques, on appelle ça les constantes, mais également au travers de toutes les gestions de stress qui nous sont demandées. On essaye, même si parfois c'est souffrant, on essaye de toujours être dans une limite de vie. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais le corps le sait, ça. Ça veut dire que quelque part, tant qu'on est vivant, c'est qu'on s'adapte. Et cette homéostasie amène parfois
des réactions spectaculaires. La fièvre fait partie des réponses homéostatiques, de même que parfois une diarrhée, un vomissement qui nous sauve la vie quand on est empoisonné, de même qu'un instinct de conservation. Les cellules nous parlent en permanence. Et cette intelligence-là, il faut la respecter. Elle est très, très dépendante de notre hygiène de vie. C'est magnifique d'observer à quel point, en effet, il y a cette régulation qui se fait sans qu'on ait quoi que ce soit à penser ou à contrôler. Et on le voit très bien, par exemple, lorsqu'on va faire un bain froid, par exemple, on a une réponse directement de l'organisme qui va produire de la chaleur. On se rend compte qu'il y a une régulation permanente de la température sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Pareil pour la glycémie. Il y a vraiment, et pour la teneur minérale, etc., au sein de notre sang et tout ça, on a vraiment des constantes qui sont maintenu en permanence à des niveaux idéaux pour qu'on soit en bonne santé. Donc si ça, c'est pas une intelligence incroyable de notre corps, de pouvoir avoir vraiment ce maintien des constantes à niveau optimal. Encore faut-il le respecter, ce cerveau, et le respect des lois de la vie, c'est ça aussi, quoi. L'homéostasie se dérègle quand on est les anciens disaient en transgression, hein, avec cette notion un petit peu du bien, du mal, du péché. C'est pas mon discours, mais quelque part, c'est vrai que l'homéostasie s'autorégule et se régénère pendant le sommeil, dans les périodes de diète aussi, de jeûne, à chaque fois qu'on met le corps au repos, à chaque fois qu'on s'autorise de prendre un peu le soleil, qu'on se remet en contact avec les éléments naturels, tout se remet en ordre. Et pour ça, il faut faire un arrêt sur image. Et de temps en temps, il faut arrêter ce qui nous amène à aller trop vite ou à aller à côté aussi de l'essentiel. Vraiment prendre soin de soi à tout niveau pour préserver ce fabuleux équilibre, cette intelligence cellulaire qui est là et qui nous maintient en bonne santé. Quelle chance on a d'avoir ça. Et donc là, on arrive sur le 10e cerveau. Alors là, on est sur une intelligence de l'âme, ou on appelle aussi ça le cerveau spirituel. Oui. Alors ça, c'est... qu'est-ce que l'intelligence de l'âme ? Je ne pouvais pas m'arrêter à 9. Même si c'est un cycle, 9, c'est une belle unité déjà. Complètement. Mais c'est vrai que dans mon souci d'accompagner les clients depuis bien longtemps maintenant, hein, je n'ose même plus dire le nombre d'années, au plan naturopathique, mais également au plan psychologique, la dimension transpersonnelle de la psychologie, c'est celle qui prend soin de l'être. C'est celle qui prend soin non seulement de la psyché au sens classique du terme, les émotions, le mental, notre capacité à développer une certaine volonté, mais c'est également celle qui s'occupe de l'intériorité, donc du soi, dont parlait Jung, de l'être essentiel, dont parlait mon maître Durkheim, donc la vie de l'âme. Tout ça est synonyme. Il y a beaucoup de mots pour parler de cette entité, parce que selon les cultures, selon les auteurs, on va changer le vocabulaire, mais voilà, on va retenir le mot âme avec une majuscule. Ce précieux qui nous parle de l'absolu, qui nous parle de notre part de sacré, notre part de divinité, notre part de perfection, peu importe le vocabulaire. Et le fait que le psychologique, le mental, l'ego prennent une place démesurée, cette hypertrophie du moi qu'on va trouver aujourd'hui dans une société qui veut toujours plus consommer et toujours prendre le pouvoir sur la nature, eh bien on finit par faire le deuil de cette part de précieux qui, comme elle ne parle pas bien fort, ne se fait plus entendre. Elle chuchote dans l'oreille, du côté droit plutôt que du côté gauche. Et elle peut de temps en temps nous parler au travers d'un songe, au travers d'une prémonition, au travers de la synchronicité, ces hasards qui ne sont pas des hasards. Et là, on se dit, tiens, mais il y a autre chose que la raison pure, il y a autre chose que la logique mathématique et mon clavier. Et là, on se réconcilie avec cette intelligence qui n'attend que notre bonheur, que notre croissance, que notre capacité profonde à être heureux et à nous améliorer et aider les autres. Et est-ce que cette intelligence, on ne pourrait pas justement l'appeler l'intuition ? L'intuition, est-ce que ça ne ferait pas partie quelque part de ce cerveau spirituel ? Elle en fait complètement partie. C'est un des messages de l'âme, l'intuition. C'est probablement l'accès le plus facile à discerner,
Encore faut-il, oui, prendre le temps de l'écoute et de faire un peu silence. Oui, on se rend compte qu'on a souvent des messages qui nous arrivent. Par exemple, on peut se dire je ne le sens pas, ce truc-là. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas mettre des mots spécialement dessus. Mais il y a quelque chose qui me dit attention, prudence, ce n'est pas forcément la bonne voie à suivre. Et puis après, il y a le cerveau bien pensant, plutôt gauche, qui va dire mais si, c'est une super opportunité, vas-y, fonce, etc. Et parfois, en vivant cette situation, ça ne va pas forcément se passer comme on l'aurait imaginé, etc. On va se dire mais j'aurais dû me faire confiance en fait. Il y avait une espèce de petite voix en moi qui me disait mais n'y va pas, aussi alléchant ça puisse être, ça n'est pas la bonne voie à suivre. Tu as raison. Et ta gestuelle montrait là, quand tu parlais de... Non, c'est intéressant. Voilà, tu la faisais monter, cette petite voix, et tu parlais beaucoup plus de l'instinct. Il y a les deux qui permettent en effet de sortir de notre mental habituel. C'est la voix de l'instinct qui monte des cellules et qui est comme l'intelligence biologique dont on parlait juste avant. Celle-là, elle va nous sauver la peau dans beaucoup de situations d'urgence et elle va nous dire que j'ai du flair. C'est l'intelligence qui monte du corps. Mais la voix de l'âme est descendante. C'est l'intuition. Et entre les deux, il y a le cœur, quoi. Entre les deux, il y a cette réconciliation qui doit faire le lien, la synthèse entre les deux. Nous sommes autant des éléments, des êtres intuitifs, un peu comme nos frères animaux, mais nous sommes aussi des êtres instinctifs comme nos frères animaux, mais également des êtres intuitifs. C'est notre part angélique, en quelque sorte. Oui. Alors, pour se lier à cette âme, c'est la poésie, la créativité, l'art. Tout ça va nous aider à nous reconnecter à notre âme. C'est vraiment une belle voie pour ceux qui ont cette dimension, en effet, du sens du beau et de la créativité. C'est aussi les techniques de l'intériorité que sont la méditation, les méditations. Il y a des centaines et des centaines de formes de méditation au plan technique, mais le dénominateur commun, c'est qu'elles sont toutes des voies d'écoute de l'âme. Il n'y a pas d'autre but que d'écouter cette partie du précieux qui murmure en nous. Et puis la prière, pour ceux qui sont plus dans cette voie téléphonique, avec l'invisible, avec le ciel. Probablement aussi la voix tout simplement du service, la voix qui dit « je ne suis pas seul » et comment être heureux tant que le monde souffre autour de moi. Donc la voix du service, la voix du bodhisattva, comme on dit en Orient, et qui fait que l'action qui sera juste et désintéressée va forcément ouvrir aussi la porte du cœur et laisser parler les vrais besoins de l'âme. Alors s'il y a une conclusion à tout ça, c'est écoutons-nous, prenons le temps vraiment de nous poser, de nous couper un petit peu de toutes les perturbations extérieures qui viennent en permanence interférer avec nos propres ressentis et prendre le temps d'écouter nos besoins fondamentaux et quelque part de se reconnecter avec notre boussole intérieure qui elle, connaît le chemin. Et puis, si vous voulez creuser encore plus le sujet des 10 cerveaux, on vous invite grandement à vous procurer ce petit ouvrage chez Jouvence qui se trouve vraiment dans toutes les librairies, Fnac, sur Internet. Et là, vous pourrez en apprendre encore plus, même si on a déjà dit beaucoup de choses. Et je te remercie beaucoup, Daniel, d'avoir pris le temps de nous livrer les secrets de ces 10 cerveaux en naturopathie. Et puis, on se retrouve très bientôt. On vient de traverser des mois très anxiogènes et je crois que c'est important de revenir à nos ressources, à nos véritables potentiels. 10 intelligences, il n'y a plus une seule occasion pour être déprimé. Et voilà une magnifique phrase de conclusion. Merci pour tout, Daniel. Merci pour ton temps et pour toutes ces précieuses connaissances que tu partages avec nous. Et puis, on se retrouve très, très vite pour de nouveaux podcasts. On a encore plein de choses passionnantes à traiter. C'est du bonheur. À bientôt. À bientôt, Daniel. Merci. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.